Nous allons passer en revue maintenant les principales manifestations cliniques et les différentes formes de tuberculose. Et la première, c'est la tuberculose infection. Donc, rapidement, la tuberculose infection, c'est l'ensemble des manifestations cliniques, radiologiques et biologiques liées au premier contact avec le BK. L'âge de survenue, c'est surtout l'enfance, la petite enfance, en général moins de 10 ans. Il est souvent asymptomatique. Parfois, la tuberculose infection est patente et elle se manifeste dans ce cas par une fièvre, une altération de l'état général et un érythème noueux. Le diagnostic repose surtout sur la présence d'un contaminateur proche de l'enfant. On doit vérifier la présence de cicatrices vaccinales. La radio thoracique est le plus souvent normale, mais parfois, lorsqu'elle montre une adénopathie hilaire plus un chancre d'inoculation, c'est-à-dire un nodule de petite taille intraparenchymateux, la présence de ce complexe primaire, qui est adénopathie plus chancre d'inoculation, est hyper évocatrice de la tuberculose infection. Le diagnostic est encore plus conforté lorsqu'on réalise l'intradermoréaction et le test de libération de l'interféron. Donc, on va passer en revue maintenant, toujours dans ce chapitre modalité diagnostique, euh, les, les, euh, les grands tableaux cliniques de la tuberculose. Il y a le, le tableau de la méningite tuberculeuse et la méningite et la miliaire, ce sont les deux tableaux cliniques de la tuberculose les plus graves parce qu'elles mettent en jeu le pronostic vital. Donc la méningite tuberculeuse, le patient dans ce cas présente des signes cliniques surtout généraux qui ne sont pas spécifiques, fièvre, altération rapide de l'état général. On peut avoir aussi des signes d'atteinte méningée, par exemple céphalée, vomissement, raideur méningée. On peut avoir des signes neurologiques au foyer, une paralysie des nerfs crâniens. On peut même avoir une hydrocéphalie ou un déficit moteur. Devant ces signes, il faut faire une ponction lombaire et dans ce cas, le liquide est en général clair, hypertendu, c'est-à-dire lorsqu'on va ponctionner, le liquide à travers l'aiguille de ponction ne va pas tomber goutte par goutte, par exemple, il va venir de façon hypertendue sous pression. C'est un liquide qui est clair, odoreux, hypertendu, riche en albumine et en lymphocytes. Et il est pauvre en glucose. L'intradermoréaction est souvent négative. Il faut essayer d'éliminer les autres causes de méningite purulente ou à liquide clair. Vous devez savoir que le diagnostic de certitude est exceptionnel et qu'on est censé faire, en général, dans ces conditions, gène expert en première intention ou culture en deuxième intention du liquide céphalorachidien. Mais on est souvent dans une situation où on va démarrer un traitement antibaccillaire. On va démarrer un traitement antibaccillaire dans l'urgence, souvent même sans confirmation. Une fois qu'on a un tableau clinique évocateur, un profil de liquide céphalorachidien compatible, il n'y a pas d'élément qui évoque une autre cause de la méningite. Souvent, on démarre en extrême urgence parce que plus le délai de démarrage du traitement est retardé, plus on a des complications assez sérieuses. Le deuxième tableau, c'est la miliaire tuberculeuse. La miliaire, c'est un équivalent de septicémie. C'est-à-dire qu'il y a une diffusion sanguine
du Mycobacterium tuberculosis dans tout l'organisme et qui va toucher plusieurs organes, notamment l'atteinte neurologique, l'atteinte hématologique, parce que il touche aussi la moelle osseuse et il touche aussi le poumon, et ce qu'on appelle la miliaire tuberculeuse. Donc, ce sont des signes non spécifiques avec fièvre élevée, altération profonde de l'état général. On peut avoir, lorsque la miliaire elle touche le poumon de façon importante, c'est-à-dire des signes fonctionnels et respiratoires à type de toux, mais surtout de dyspnée, voire d'insuffisance respiratoire aiguë avec cyanose, désaturation et autres. On peut avoir aussi des signes fonctionnels extra-respiratoires en fonction bien sûr des localisations. On peut avoir des signes digestifs, mais surtout des signes neurologiques. On peut avoir une pancytopénie à la numération formule sanguine. On peut avoir des signes radiologiques à type de miliaire. Miliaire, c'est-à-dire ce sont des opacités micronodulaires, comme vous voyez sur la radio thoracique, des micronodules diffus au niveau des deux poumons. Et les micronodules, je vous rappelle que ce sont des opacités nodulaires de très petite taille, de moins de 3 mm, et sont comparés aux graines de mil. Le grain de mil, les graines de mil, c'est une céréale consommée surtout en Afrique subsaharienne, qui est très consommée, et elles ressemblent aux graines de sésame un petit peu, qui sont de très petite taille. Voilà, sur la radio, on a l'impression qu'il n'y a rien, mais lorsqu'on voit de très près, on voit beaucoup de micronodules. La même chose. Ils sont difficiles à voir. Le scanner, vous voyez les micronodules. Bien sûr, la sensibilité du scanner en matière de miliaire est beaucoup plus importante que la radio. Mais dans beaucoup de situations, la miliaire est très visible à la radio. Donc, devant des signes cliniques à radiologique, il faut faire une recherche bactériologique, mais il faut savoir que la miliaire, elle touche l'interstitium. Ce sont des lésions, c'est une atteinte par diffusion hématogène dans la majorité des cas, ce qui fait que même si on a fait un examen bactériologique, la recherche est souvent négative. Il faut éliminer les autres causes, rapidement les autres causes de miliaire disséminée, d'autres infections virales ou bactériennes qui peuvent donner elles aussi une miliaire. Sinon, si on n'est pas sûr, il faut démarrer le traitement dans l'urgence. Parce qu'une miliaire chaude, c'est-à-dire une miliaire avec des signes généraux, avec de la fièvre, c'est dans la majorité des cas une tuberculose et il faut démarrer le traitement même sans preuve. Et vous devez savoir que apporter la preuve d'une miliaire tuberculose est exceptionnel. Le diagnostic de certitude en matière de tuberculose est exceptionnel. On passe aux tuberculoses les plus fréquentes. On a passé en revue les tuberculoses les plus graves. On trouve les tuberculoses les plus fréquentes. Les tuberculoses extrapulmonaires les plus fréquentes. L'IHUMA, la tuberculose ganglionnaire et la tuberculose pleurale. La tuberculose ganglionnaire périphérique, c'est une situation assez fréquente, avec localisation cervicale dans 70% des cas. Donc, c'est les adénopathies susclaves et jugulo-carotidiennes le plus souvent. Elles peuvent être uniques ou multiples et sont souvent dues au Mycobacterium tuberculosis, mais parfois, ce n'est pas le Mycobacterium tuberculosis, c'est plutôt le bovis. C'est-à-dire que le patient a été contaminé par du lait non stérilisé. Le diagnostic de certitude est impératif par biopsie exérèse. C'est-à-dire que l'idée, c'est quoi? Lorsqu'on a un ganglion, on n'y va pas par quatre chemins, il n'y a pas à évoquer des diagnostics ou quoi que ce soit. Un ganglion égale une biopsie exérèse. Biopsie exérèse aussi bien pour l'examen anapathe, qui va nous montrer le granulome épithélio-gigantocellulaire avec la nécrose caséeuse, mais aussi un fragment de ce ganglion doit être adressé
dans du sérum physiologique au laboratoire de bactériologie pour la culture. Donc, et surtout, ne pas démarrer un traitement de la tuberculose ganglionnaire sans preuve. La tuberculose ganglionnaire doit être traitée sur preuve anapathe, au moins sur une preuve anapathe, voire sur preuve anapathe et bactériologique, parce qu'il y a un gros problème de diagnostic différentiel, surtout la pathologie tumorale. Donc, il ne faut jamais faire de test thérapeutique ni quoi que ce soit. Un ganglion cervical égale une biopsie égale anapathe égale traitement. On ne fait pas de la présomption ou de l'orientation, on fait de la certitude. La localisation de ganglionnaire tuberculeuse peut toucher la région cervicale, mais aussi la région axillaire. Et la particularité de ces ganglions, c'est qu'ils peuvent fistuliser, se ramollir au centre et fistuliser, laissant écouler du pus. Et ça donne des cicatrices disgracieuses, très désagréables, surtout au niveau de la région cervicale. Et aussi, surtout, lorsque on a une fistule qui peut produire du pus sur une longue période, sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc, voilà une cicatrice. Voilà. La deuxième forme de tuberculose extrapulmonaire la plus fréquente, c'est la tuberculose pleurale. Et dans ce cas, on a les signes généraux qui sont en général, qui ne sont pas très importants, qui sont modérés, voire absents. On a des signes fonctionnels respiratoires à type, sous forme particulièrement de douleur de type pleural. Et je rappelle que la douleur de type pleural, c'est une douleur en point de côté, qui est latéralisée, qui est augmentée à l'inspiration profonde, qui est augmentée par la toux et qui est modifiée par le changement de position. À l'examen physique, on va retrouver un syndrome d'épanchement liquidien. Donc, je vous invite à bien réviser votre sémiologie. Donc, à l'examen physique, c'est un syndrome d'épanchement liquidien. Donc, on va avoir une matité à la percussion. On va avoir une abolition des vibrations vocales à la palpation. On va avoir à l'auscultation une abolition ou diminution du murmure vésiculaire. Sur la radiographie thoracique, on a une image de pleurésie. Vous allez voir ça dans le cours qui s'intitule pleurésie sérofibrineuse. Et concernant la radio, donc c'est en général une opacité de tonalité hydrique homogène, sans bronchogramme aérien, et qui intéresse particulièrement les bases, qui effacent la coupole diaphragmatique et qui se continue en haut par une ligne bordante concave en haut et en dedans. Je ferme la parenthèse. Donc, la ponction pleurale va ramener un liquide jaune citrin, c'est comme une citronnade, jaune citrin, exsudatif, c'est-à-dire comme pour le LCR, donc exsudatif, c'est-à-dire riche en protéines, riche en cellules lymphocytaires et pauvre en glucides. La biopsie pleurale, si elle est positive, elle va montrer la présence d'un granulome épithélio gigantocellulaire avec nécrose gazeuse dans 50 à 97% des cas. Comme la rentabilité n'est pas très excellente de la biopsie, souvent on a besoin de ce qu'on appelle l'adénosine des amylases. Et on a déjà parlé de ça. Et là, on a localisé le syndrome d'épanchement liquidien à l'examen physique. Donc, on va ponctionner au ras d'une côte à l'aide d'une aiguille. Donc, on va ponctionner l'espace pleural à l'aide d'une aiguille en rasant la côte supérieure, en rasant le bord supérieur de la côte inférieure. Voilà le liquide jaune citrin. Dans cette diapo,
je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc, il y a un fuseau paravertébral qui témoigne ce qu'on appelle d'un mal de Pott. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une tuberculose qui touche le rachis avec production de pus importante en paravertébral et ça donne ce qu'on appelle un fuseau paravertébral. Ça, c'est un mal de Pott. Le mal de Pott, ça veut dire que c'est une atteinte rachidienne. Voilà. Une atteinte rachidienne qui détruit une ou deux vertèbres, ce qui favorise l'ongulation. Le pot là, et qui donne la gibbosité potique. Vous voyez, c'est une gibbosité potique. Voilà, regardez là, le rachis, voilà. Et le rachis là, donc le rachis perd sa stabilité parce qu'il y a une ou deux vertèbres qui sont touchées au niveau du corps vertébral et on a une angulation rapidement. Mais sur ce cliché, vous voyez une tête fémorale, qui est détruite et qu'on appelle ça une tuberculose de la tête du fémur, aussi appelée coxalgie. Et là, on a une cardiomégalie en carafe, donc c'est une tuberculose pleurale, péricardique, pardon. Donc c'est un épanchement péricardique là, apparemment de grande abondance. Là, la même chose. Je vous remercie.